Ici, 80% de la population vit de l'agriculture. Un système d'autarcie où l'on ne produit pas plus que ce dont on a besoin. Conséquence, les Lao vivent avec moins d'1 $ par jour. À Naton, à 150 km au nord de la capitale, ce barrage de pierre et fil de fer galvanisé, dit barrage en gabion, va transformer la vie des villageois. 20 fois moins cher qu'un ouvrage en béton, il va leur permettre d'accroître de 30% leur production de riz. S'ils y ont eu accès, c'est grâce à la CCSP de Sangdao et Sisaliao, des coopératives de crédit pour le soutien aux petites unités de production du Laos. Une banque des pauvres sur le modèle de la Grameen Bank du Bangladesh. Sans eux, ces paysans n'auraient pu payer un barrage qui coûte 2000 $. Sangdao en explique les avantages. Et ces cages doivent être faits de telle sorte que quand il y a un fil qui est cassé, il n'y a pas, ça reste solide, les pieds restent là-dedans. Après, on remplit les pieds pour barrer l'eau et ça forme un barrage. C'est un barrage souple, ça veut dire que quand il y a un choc, quand un arbre cogne, ça bouge, ça casse quelques fils, puis le lendemain, on peut recoudre. Aujourd'hui, les grains de riz sont plus lourds, plus compacts. Ce serait très difficile pour nous de faire autrement car il faudrait couper beaucoup de bois pour construire un barrage qui casse 2 ou 3 fois par saison. La coopérative nous a prêté l'argent que l'on remboursera sur 3 ans. Seulement 20% des terres se prêtent à l'agriculture. Irriguer est un souci permanent. Avec un seul hectare autorisé par famille, la notion de rendement est essentielle. Déjà, 60 demandes de crédit pour la construction de barrages ont été déposées à la CCSP par des paysans de la région. Si la CCSP existe depuis 1996, c'est parce que la CIDI, Société d'investissement et de développement international, une émanation du Comité catholique contre la faim, finance les projets des deux Laos. Car au Laos, avec un prêt de quelques centaines de francs, on peut sortir de la misère. Mais ces premières expériences capitalistes ne doivent pas aller à l'encontre des traditions. Le chef du village, le Fauban, est le premier interlocuteur. C'est lui qui va donner ou non l'autorisation à un paysan d'accéder à la coopérative du village. Ici, dans la région montagneuse du district de Kassi, la coopérative compte 113 membres. Plus de 100 millions de kip, environ 50 000 francs, ont été distribués au cours d'une de ces réunions. Et il y a un enjeu, beaucoup de ces paysans vivaient du pavot avant de suivre les conseils de Sangdao et Sisaliao. Pour eux, c'est une fierté. En quelques années, Kassi est devenu le premier producteur du pays de maïs, soja et cacahuètes. « 85% de la population laotienne est rurale et vivent dans l'autarcie. Ils n'ont pas encore la notion de commerce, d'échange au sens du monde moderne actuel. Donc il faut qu'ils apprennent. Aujourd'hui, à Vang Vieng, c'est un jour de fête. On inaugure le barrage en gabion. Les hommes du village sont réunis, fiers de montrer à leurs interlocuteurs ce qu'ils ont construit de leurs propres mains. Près de 70 personnes, pendant plus d'un mois, ont participé à ce projet. 180 mètres cubes de pierre ont été transportés, cassés et assemblés dans des casiers tissés de fils de fer importés du sud-ouest de la France. C'est un travail très difficile car les villageois doivent apprendre la technique des gabions. C'est quelque chose de nouveau. Et ils l'ont fait tous ensemble.
La population s'est cotisée pour acheter des pierres et louer des camions, puis il a fallu transporter les pierres jusqu'ici pour les mettre dans les cages. C'est vraiment très difficile. Coût du barrage, 52 millions de kip, un peu plus de 20 000 francs, dont la moitié a été empruntée à la coopérative du district. Le taux est de 12%, c'est 2 fois moins que le taux pratiqué par les banques d'État. La population est contente d'abord d'avoir obtenu les moyens de faire ce barrage et puis on a l'appui technique du district. C'est à l'initiative de la population que l'on a construit le barrage et maintenant il leur appartient. Ici aussi, la tradition a été respectée. Pour ne pas gêner le passage des esprits, une petite échelle de bambou a été installée. Les esprits pourront ainsi franchir le barrage. À la tombée de la nuit, c'est encore les esprits que l'on honore. Mais les villageois aussi sont remerciés pour leur participation à la mise en place du barrage. Ils vont être cités un par un. La cérémonie du bassi peut commencer. Les 32 esprits vagabonds qui occupent notre corps vont être rappelés, honorés et priés de rester par la pose d'un fil de coton blanc autour du poignet. La bière et le lao lao, l'alcool local, vont alors couler à flot. Dans ce pays largement tributaire de l'aide internationale et où les banques ne prêtent pas aux pauvres, la CCSP est la seule alternative. C'est la première institution financière privée du Laos. Elle compte 800 membres à travers le pays et un portefeuille de 600 000 francs. Dans les bureaux de la capitale, on croise tous ceux qui viennent emprunter ou rembourser. C'est le cas de Kana. La CCSP vient de lui octroyer un prêt d'1 million de kip. Il va pouvoir acheter de l'engrais et augmenter les rendements de sa rizière. Sans cet argent, je ferai moins de rendement car je ne pourrai pas acheter d'engrais. Cet argent est très important et puis ici c'est facile. Je n'ai pas besoin de courir partout et on peut discuter. Les femmes sont majoritaires. Ce sont elles surtout qui, avec l'équipe empruntée ici, vont démarrer un petit commerce ou se lancer dans une nouvelle culture. Je n'ai pas l'habitude d'aller à la banque. Je ne connais pas non plus ceux qui travaillent au marché et ici, l'intérêt n'est pas élevé. 4% exactement. On incite même les emprunteurs à épargner. Cela commence par le dollar qu'il faut verser pour être membre. De cette manière, il se constitue un petit capital. Un rêve pour Nangtoon qui repart avec 2 millions de kip alors qu'elle n'aurait jamais osé se présenter au guichet d'une banque. C'est ici, à l'étage, que les projets sont méthodiquement sélectionnés. Le comité d'attribution des prêts reçoit une vingtaine de demandes par semaine.
Il y a les demandes individuelles et celles de membres appartenant à des groupes solidaires d'un village. Celles-ci ont déjà été sélectionnées par le chef du village avant d'arriver sur ce bureau. Dans quel cas vous dites non? Des fois, nous savons qu'il n'est pas très actif, surtout quand le groupe a dit non, là, on refuse carrément si le groupe. Il arrive que le groupe a dit aux membres que le groupe était d'accord, mais ils nous téléphonent ou ils viennent nous voir pour nous dire on n'est pas d'accord au fond. On a dit qu'on était d'accord pour ne pas le vexer. Pourtant, à 80%, les demandes sont accordées. Le comité préférera toujours donner un peu que refuser, car ce serait peut-être ruiner toute une famille. Qu'est-ce qui compte? Qu'ils réussissent, qu'ils fassent quelque chose, qu'ils produisent quelque chose pour la société, que ce travail rapporte quelque chose à la famille. Chaque membre étant co-responsable du remboursement de tout le groupe, personne n'a encore songé à oublier sa dette. Les coopératives de crédit, c'est un instrument financier qui appartient à la population, dont les paysans villageois sont membres et ils ont un instrument financier dans leur main. Et avec l'instrument financier villageois, ils peuvent développer les activités économiques pour faire vivre le village ou pour soutenir les initiatives des paysans dans leur production ou de leurs activités artisanales. Autant dire que dans ce pays communiste, la CCSP est une innovation, un pied de nez. Même si le Laos s'est doté récemment d'une constitution qui garantit l'investissement privé et les droits de propriété, l'économie du pays est en chute libre. Pourtant, certaines initiatives sont prometteuses. Dans le village de Phong Nhang, un décortiqueur de riz a remplacé le mortier et a amélioré le quotidien de ces paysans de l'ethnie Khmer. Mais l'absence d'une véritable politique économique constitue un obstacle majeur aux solutions proposées par la Banque mondiale, les ONG ou encore les projets de jeunes diplômés Lao formés en Occident. Des solutions qui se heurtent aussi à la philosophie du peuple Lao qui se satisfait du minimum vital. C'est le Bopenyang, ça ne fait rien, qui semble être la devise du pays. Un fatalisme nécessaire lorsque l'on sait qu'un fonctionnaire gagne 150 000 kips par mois, c'est moins de 100 francs. Les ONG, c'est important aussi pour aider le Laos. Nous, on est très contents de voir les ONG étrangers qui aident le Laos. Mais il faut aussi que les Laos prennent l'initiative aussi. C'est important l'initiative. Les ONG, oui, eux, ils aident. Mais une fois le projet terminé, souvent les projets disparaissent en même temps. Donc il faut que les Laos prennent aussi l'initiative. Dans ce pays, où la moitié des 4,5 millions d'habitants vit en dessous du seuil de pauvreté, l'école est un luxe. La moyenne est de passer moins de 3 ans sur les bancs de l'école. Résultat, un Lao sur 2 est analphabète. Les 84 familles de ce petit village ont fait elles aussi appel à la coopérative. Au cours d'une réunion très solennelle, l'instituteur parle d'une école en délabrement et de la difficulté pour beaucoup d'enfants de pouvoir y venir. Dans certaines campagnes, l'enseignement monastique est la seule forme d'éducation proposée. Au Laos, il y a toujours eu plus d'argent pour les pagodes que pour les écoles. Car l'État prolétarien doit avant tout être productif.
La propagande gouvernementale le martèle quotidiennement. Chacun doit contribuer au développement général du pays. En milieu urbain, les écoliers ont plus de chance. La CCSP a contribué à l'ouverture de cette école en fournissant du matériel et en ouvrant des crédits pour payer les instituteurs. Ils sont plus de 300 à se partager quelques classes de bambou, les quelques livres et crayons. Grâce à l'école, les mamans peuvent aller travailler et gagner un peu d'argent. C'est aussi un premier pas vers la formation des jeunes. Les jeunes n'ont pas assez de travail parce que les rizières sont limitées et ils peuvent pas partager, les enfants ne peuvent pas partager l'héritage et les parents pour tout le monde, quoi. Donc il faut développer d'autres activités. Pour développer d'autres activités, il faut un peu de fonds, ça veut dire un peu d'argent. Et c'est grâce à la coopérative de crédit qu'il peut obtenir certaines sommes pour démarrer les choses. Des emplois, Sangdao et Sisaliao en ont créé en mettant en place une filière complète de transformation de fruits. Au Laos, tout pousse à profusion, comme l'ananas, mais jusqu'à présent, rien n'est exploité. C'est de ce constat que sont nées les pâtes de fruits, les confitures et les jus de fruits naturels de Lao Farmer Product, la société qu'ils ont créée pour pouvoir exporter. Une vingtaine de villages vivent de la cueillette. Les fruits sont ensuite acheminés jusque dans cet ancien poulailler qui abrite maintenant le seul autoclave du pays. Assisté par un enseignant du lycée agricole de Chartres, une quinzaine de personnes travaillent ici pour l'épluchage, la cuisson et la transformation des fruits. Leur salaire est de 2 fois le SMIC laotien. Une salle blanche a été aménagée et les règles d'hygiène sont scrupuleusement respectées. En fait, ici, je crois qu'il faut surtout montrer pratiquement comment ça se passe, c'est-à-dire manipuler proprement soi-même, fabriquer soi-même. Et après, en observant, ils reproduisent ou ils améliorent en fonction de ce qu'ils veulent. C'est pas de la confiture de fraises ni du jus de pommes, mais disons que sans ça, la technologie, les méthodes de stérilisation sont identiques ou les méthodes les principes généraux sont là, quoi. Puis c'est des fabrications assez simples quand même, c'est pas hyper compliqué. Avec 45 000 pots de confiture, 20 000 bouteilles et 4 tonnes de pâtes de fruits pour 1999, Lao Farmer Product est la première entreprise agroalimentaire du Laos. Chiffre d'affaires, 80 000 $ par an. 90% de la production est exportée en France et en Belgique via Solidarmonde, une centrale d'achat spécialisée dans le commerce équitable, l'un des maillons d'une vraie chaîne de solidarité. Notre produit, c'est de qualité. Par exemple, on prend vraiment les fruits de forêt. En même temps, on protège la forêt. Par exemple, les pamplemousses dans la région du Nord poussent dans la forêt. Et depuis qu'on a pu vendre ces pamplemousses, en transformant en confiture, on a pu vendre en Europe. Et les paysans commencent à protéger aussi la zone de forêt où il y a. Donc, en même temps, en Europe, avec le réseau de commerce équitable, on arrive à maintenir le prix. Ça, c'est vraiment important. Jusqu'à présent, toutes les friandises consommées par les Lao étaient importées de Thaïlande. On comprend mieux la fierté de Keudon, qui était au chômage avant d'être nommé responsable de fabrication.
Je suis très fière d'être responsable de cette production. Personnellement, je suis très heureuse de savoir que nos produits sont vendus à l'étranger et que les Européens en consomment. C'est certainement le premier produit agroalimentaire du Laos. Pourtant, notre entreprise est très jeune. Et finalement, on peut vendre dans toutes les provinces et en plus, on peut même exporter. Et pour le Laos, c'est la première fois qu'on vend les produits transformés qui viennent des fruits de la forêt et exportés. C'est la première fois. Voilà. Les produits de Lao Farmer Product sont qualifiés de naturels ou ethniques en attendant d'être certifiés bio. Changement de décor à Dong Makai, près de Vientiane, un dimanche comme un autre. Pour 3000 kips, 3 ou 4 francs, on peut louer un cabanon pour la journée, repas compris. Il y a quelques années, cette propriété de l'État était à l'abandon. Avec le soutien de la CCSP, un groupe solidaire de 16 familles se lance dans l'exploitation de l'étang et la production d'alevins. Non, ça c'est... mais c'est difficile de vendre. Donc on a essayé de créer le marché ici. Au départ avec 4 cabanes. Et au début un peu difficile. Et au bout d'un moment, les gens sont venus. Et après, on est obligé de construire 20 cabanes. Et toute notre groupe pisciculteurs sont venus vendre les poissons ici. On fait aussi les poissons dans les cages, dans les bassins ici. Et ça devient une activité qui fait vivre quand même une quarantaine de familles. À quelques kilomètres, l'élevage. Avec une technique importée de France, chaque poisson donne naissance à 3000 petits après injection d'hypophyse naturelle pour favoriser la ponte. Dans chaque cage, 4000 alevins. Il faudra attendre 4 mois avant de les déguster au bord de l'étang. Chaque poisson pèse alors plus d'1 kilo. Les Lao ont l'air d'apprécier, ils en consomment 40 tonnes par an. C'est toute la région qui profite de cette pêche miraculeuse. Une quarantaine de pisciculteurs sont impliqués. Kefuvong en fait partie. Avant de se lancer dans l'élevage des alevins, il était fonctionnaire et il gagnait 10 fois moins d'argent qu'aujourd'hui. Moi, mon métier, c'est pisciculteur, la production d'alevins. Mais jusqu'à présent, je ne pouvais pas travailler dans mon secteur car je n'avais pas assez d'argent pour créer un étang. Un jour, grâce à Seng Dao, avec qui j'ai travaillé il y a 15 ans, j'ai pu redémarrer. Et avec le soutien de la coopérative de crédit, j'ai pu faire tout ce dont j'avais rêvé. Vraiment, je suis heureux d'avoir pu réaliser mon rêve. Les deux hommes se sont liés d'amitié en France il y a presque 30 ans. Ils étaient étudiants. Depuis, ils ont la même ambition, améliorer le niveau de vie de leurs compatriotes. Et ils savent de quoi ils parlent. À l'époque où il était fonctionnaire, Sisa Liao a parallèlement vendu des œufs de caille pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Je crois qu'on est complémentaires. On est complémentaires. Je suis chargé plutôt des contacts avec les autorités, avec les gens. J'ai
en rapport facile avec les gens. Mais techniquement, c'est un Indomine, tout. Surtout lui, quand il entre dans son village, on sent la paix tout de suite. Les gens sourient tout de suite. Même ça, c'est rare. Moi, je trouve que c'est rare. Ce jour-là, quand ils arrivent dans le village de Nateuil, les deux hommes sont très attendus. C'est grâce à eux qu'il y a de l'électricité au village et même un ordinateur pour gérer le groupe solidaire. Un paradoxe, ici, il n'y a même pas d'eau courante. L'ordinateur est même devenu un outil indispensable pour les 20 familles qui travaillent à la mine de sel. Entre le soleil et la centaine de fours, il fait une chaleur intenable et l'iode brûle les yeux. Mais cette mine de sel, une eau pompée à 114 mètres de profondeur, est une mine d'or pour les familles propriétaires de 2 ou 4 fours. Elles peuvent gagner jusqu'à 50 000 kipes par jour, 30 francs. Ici, la CCSP est intervenue en permettant aux villageois de vendre leur sel à l'usine d'État à un prix convenable. Des négociations qui ont même permis à certains d'aller vendre leur sel au bord de la route. Un véritable marché du sel est en train de s'installer. Une dizaine de femmes sont déjà là. Elles gagnent 1000 kipes par sac vendu et découvrent la notion de profit. Certains viennent même de très loin pour s'approvisionner ici en sel. Ça veut dire qu'il faut savoir vendre les produits vers l'extérieur, ne pas toujours tamponner dans l'autosuffisance. Parce qu'on a besoin d'acheter aussi les médicaments, les vêtements. Donc il faut un petit surplus. L'État commence à comprendre que l'initiative des gens sont importantes. La richesse du pays ne compte pas. Par exemple, la richesse du pays ne compte pas parce qu'on a l'électricité pour exporter. C'est pas seulement ça. On a les mines d'or, qu'on s'assoit sur les mines d'or. Ça, c'est vrai, c'est la richesse du pays, mais ça ne suffit pas. Il faut construire les routes si on gagne. Oui? Mais la richesse du pays, on peut compter aussi en disant « Ah, les familles sont devenues plus riches ». Quand c'est plus riche de 5%, on peut dire aussi que le pays est riche de 5% de plus. Et si les familles sont plus riches, hein, ont de quoi vivre, ça donne la paix, ça donne une confiance au pays. À quelques kilomètres de Nateuil, un autre ordinateur. Il regroupe les 77 membres du groupe solidaire de Tatin. Depuis l'arrivée de l'ordinateur il y a 3 mois, Kisai est très respecté. En tant que directrice de la coopérative, c'est elle qui gère l'endettement et les remboursements de chaque membre. Quand l'ordinateur est arrivé ici, ça a été un événement. Les gens sont venus voir et tout le monde était content en pensant que ça allait développer des activités. En plus, les gens viennent pour faire taper des actes de naissance ou des papiers administratifs. Alors je le fais pour les aider. Cette année, la coopérative est bénéficiaire de 11 millions de kipes. La moitié retournera dans le capital, l'autre alimentera la caisse d'une sécurité sociale qui devrait se mettre en place. Avec leur microcrédit, certains se sont lancés dans le commerce, mais la plupart sont agriculteurs.
Ils peuvent maintenant financer la main-d'œuvre nécessaire à la cueillette du café, du riz ou des bananes. Bah, pour moi, c'est vraiment important parce que c'est un rêve que j'ai fait quand j'étais petit, de vouloir aider les gens. Et parce que dans mon village, avant, on était coincé dans la guerre. Et on a envie de... J'ai rêvé que le pays, que les gens peuvent avoir des moyens pour se développer dans la paix. Et là, maintenant, ça concrétise un peu. Voici l'une des richesses du Laos, le thé. Pourtant, l'État a incité les producteurs il y a quelques années à se concentrer sur la culture du café. Un mauvais choix, car les cours ont alors chuté vertigineusement et c'est le thé qui est devenu précieux. Pimaï et sa famille n'avaient pas écouté les recommandations du gouvernement. Ces souches datent de l'époque coloniale et la technique est française. La récolte a lieu 2 fois par mois toute l'année pour les 60 familles qui se partagent le cuiseur. Une fois séchées et grillées, les feuilles récoltées donnent 60 kg de thé. Et quand Pimaï offre un verre, il y a quelque chose de magique. Pour moi, le thé est très précieux. C'est même quelque chose de médicinal qu'on peut boire tous les jours. C'est bon pour le corps, mais c'est aussi quelque chose de social. On boit le thé tous ensemble et ça a vraiment une valeur sociale. La réussite de Sangdao et Sisaliao ne s'est pas faite sans embûches. Sangdao a même fait plus d'1 an de prison pour sabotage à l'économie et au régime socialiste. À les voir aujourd'hui, on oublierait presque qu'ils ont tâtonné avant d'y arriver. Pour les trucs fruités, on ne peut pas faire moins fort. Pour que le fruit sorte vraiment au bout de 6 mois, pour que la couleur est belle, on met la côte fort. Ça marche mieux. Nous avons fait de la confiture dans une région où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante. Donc c'était notre souci. Un jour, on s'était promené loin de là, à 200 km. On dit, ça y est, j'ai trouvé la solution. Ça, c'est une réaction. J'ai trouvé la solution. Maintenant, on ne fait plus la confiture, on fait la marmelade. Ça veut dire qu'on va conserver les ananas dans du sucre et on va envoyer à la capitale où il y a l'électricité, où il y a l'eau courante et ça a marché. Ouais. Les deux amis sont toujours sur de nouvelles pistes. Grâce à leur coopérative, 600 personnes vivent plus dignement. Mais leur objectif n'est pas de courir après de nouveaux membres, il est plutôt d'augmenter le nombre de structures, de les diversifier et qu'elles soient autonomes quand ils ne seront plus là. Dans l'île de Kong, tout au sud du Laos, à quelques kilomètres de la frontière cambodgienne, ils ont un nouveau projet, la mise en bouteille de jus de palme. La fleur du palmier culmine à 15 ou 20 mètres. Matin et soir, ces paysans grimpent tout là-haut pour y fixer le récipient de bambou qui recueillera le jus. 5 litres par arbre, un jus qui est ensuite fumé pour être stérilisé. 900 palmiers pourraient être exploités, le début d'une grande aventure pour tout un village. Pour le moment, on ne l'utilise que pour la fabrication du sucre, mais le potentiel semble énorme.
Sendao, il a de l'intuition et il est persévérant. Il ne renonce pas à ce qu'il voulait faire. Il ne renonce jamais. Il a connu des échecs, mais il ne renonce pas. Comment renoncer à faire avancer l'un des pays les plus pauvres du monde au lendemain de la crise financière de 1997 qui a secoué toute l'Asie? Ces images de rizières verdoyantes en pleine saison sèche sont bien le signe d'une évolution. Une évolution, pas une révolution. Les opérations de développement rural menées par les coopératives de crédit et de soutien populaire n'assureront leur pérennité que dans l'ancrage de la culture Lao.